Un mur d'écran, ça ne veut dire qu'une chose. Et salut à mes bidouilleurs et bidouilleuses. L'eau, c'est la vie. Mais l'eau qui arrive au robinet en bonne quantité et qualité, c'est encore mieux. Bienvenue sur ce nouvel épisode qui fait partie d'une trilogie qui explique tout sur l'eau potable. Il y a une vidéo sur le réseau d'eau, son fonctionnement et sa structure, une sur le traitement de l'eau potable avec la visite de l'usine de production de Méry-sur-Oise, et la vidéo que vous êtes en train de regarder sur le contrôle de l'eau, la gestion du réseau et des fuites. Chaque vidéo peut être regardée dans n'importe quel ordre, et le tout est en partenariat avec le syndicat des eaux d'Île-de-France et Veolia Eau Île-de-France. Un grand merci à eux pour m'avoir ouvert les portes de lieux exceptionnels. Si les autres vidéos ne sont pas encore sorties, elles arriveront avec quelques semaines de décalage, le temps que je finisse les montages, tout ça. J'espère que vous apprécierez ce travail, c'est parti. L'eau potable, c'est du sérieux. Il faut dire que quand on alimente des millions de personnes tous les jours, la qualité doit être irréprochable en suivant les réglementations. J'en parle dans la vidéo sur la visite de l'usine de Méry-sur-Oise, le traitement de l'eau qu'on capte dans la nature varie beaucoup. En France, 62% de l'eau potable vient de nappes souterraines et 38% d'eau de surface. On peut donc avoir un captage en profondeur qui ne nécessite qu'une désinfection aux UV et une chloration avant d'être renvoyé sur le réseau, ou une eau de surface nécessitant plusieurs étapes de traitement plus ou moins complexes. Peu importe la provenance de l'eau, l'idée est d'avoir en sortie d'usine de traitement une eau qui correspond à la norme de qualité exigée. En France, on a transposé la norme européenne dans le code de la santé publique. Pour garantir que l'eau soit potable, on surveille plusieurs critères. On commence par les micro-organismes, comme les bactéries, les virus ou les germes. C'est le point le plus important, car c'est celui le plus vecteur de maladies. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas chercher la présence de chaque germe et chaque bactérie dans l'eau. Ça serait beaucoup trop long et complexe. On utilise donc des germes témoins. Le principe est assez simple, on a sélectionné des germes qui sont faciles à détecter, et si ces germes sont présents, alors d'autres bactéries peuvent être présentes aussi. Et ces germes témoins sont issus de matière fécale. Parce que le caca, c'est le plus grand risque de contamination par l'eau. On peut développer des joyeusetés comme la diarrhée, le choléra, la fièvre typhoïde, etc. Des maladies qui continuent encore à faire des centaines de milliers de morts chaque année dans le monde, alors que dans les pays où l'eau est correctement traitée, comme en France, une maladie comme le choléra a disparu, les seuls cas existants sur le territoire étant importés. La norme est donc très stricte à ce sujet, car il faut qu'aucun germe témoin ne soit détecté dans un volume d'eau défini. On surveille aussi d'autres germes non dangereux pour la santé qui servent d'indicateur sur l'état des installations de traitement. Si la désinfection fonctionne moins bien, la concentration de ces germes commencera à augmenter avant le développement de micro-organismes plus problématiques. Un autre indicateur sont les substances contenues dans l'eau. Souvent dues à l'activité humaine, on peut retrouver des éléments comme les pesticides ou les nitrates, une concentration de certains métaux comme de l'aluminium, on surveille aussi des éléments d'origine naturelle mais toxiques à forte concentration comme l'arsenic. Les paramètres physico-chimiques sont aussi mesurés comme le pH, la dureté, la température, etc. Et enfin les paramètres organoleptiques, c'est-à-dire le goût, l'odeur et l'aspect général de l'eau. Donc je sais pas quoi dire là, c'est de l'eau transparente, c'est de l'eau quoi. C'est un goût d'eau. Bon, c'est sûr que boire de l'eau, certes potable, mais qui est trouble, qui pue et qui a un goût dégueulasse, c'est pas ouf. En plus des contrôles de routine, on va faire des mesures plus précises sur certains éléments, comme les pesticides par exemple. Ce qui fait que globalement, l'eau est la denrée alimentaire la plus contrôlée. Sur le réseau du syndicat des eaux d'Île-de-France, le SEDIF, c'est 400 000 analyses chaque année par des laboratoires indépendants commandés par l'ARS, et Veolia Eau Île-de-France, qui fait fonctionner le réseau, fait aussi de l'autosurveillance. Donc ils ont aussi leur propre contrôle. Mais il peut arriver de temps en temps que certains indicateurs dépassent le cadre réglementaire. Et dans ce cas, ce n'est pas nécessairement une catastrophe. En fait, tout dépend de ce qui est en trop dans l'eau et à quelle fréquence. C'est les pouvoirs publics qui vont décider s'il faut restreindre l'usage de l'eau potable ou non en fonction des cas. Par exemple, en 2020, dans le Gard, l'Agence régionale de santé a noté un dépassement des seuils en nitrate dans certaines communes. Mais elle précise qu'en moyenne, sur l'année, toutes les communes sont restées en dessous du seuil réglementaire de 50 mg par litre. Les dépassements de ce seuil en particulier n'étaient pas assez fréquents pour s'inquiéter au point de déconseiller la consommation d'eau. En France, pour connaître la qualité de l'eau que vous buvez, il y a plusieurs moyens. Le plus simple, c'est d'aller sur le site du ministère de la Santé et de chercher sa commune. J'ai mis des liens dans la description. Bien entendu, les tests sont faits par les ARS, les agences régionales de santé, donc ce sont des contrôles indépendants du gestionnaire du réseau d'eau. Les ARS publient aussi chaque année les bilans d'eau potable par département, et sinon vous avez le bilan qui est fourni avec votre facture, c'est obligatoire. Bref, revenons en Île-de-France. En plus des prélèvements faits par l'ARS, prélèvements qui sont d'ailleurs faits dans des endroits, on va dire, dits sensibles, comme par exemple dans des écoles, le réseau du SEDIF est bardé de capteurs pour mesurer en temps réel certains indicateurs qui garantissent la bonne qualité de l'eau. Et un de ces indicateurs, c'est le chlore. Alors oui, le chlore c'est un sujet assez délicat en ce qui concerne l'eau potable parce qu'il donne un goût. Cet élément est utilisé comme désinfectant, il va se fixer aux micro-organismes et les éliminer. La réaction avec les micro-organismes va créer des sous-produits de chloration, et ce sont ces sous-produits qui vont donner le fameux goût de javel à l'eau.
D'ailleurs, petite astuce, pour faire partir un éventuel goût de chlore, il suffit de mettre l'eau dans une carafe au frigo pendant 1 heure ou 2, ou même juste laisser la carafe à l'air libre un peu plus de temps et le goût va disparaître. Mais ce goût prononcé a tendance à disparaître des réseaux d'eau. On a progressivement rajouté des étapes pour réduire le rôle du chlore à une part strictement nécessaire pour le transport de l'eau. Le chlore, qui n'a pas encore mangé entre guillemets des micro-organismes, est appelé chlore libre. Le but est de garder un minimum de chlore libre dans tout le réseau. Une baisse trop forte de chlore libre est un indicateur d'un potentiel problème. Et ça, sur le réseau du syndicat des eaux d'Île-de-France, on le détecte avec 217 sondes placées stratégiquement. Et toutes les données sont transmises en temps réel jusqu'ici. Parce que, outre sa taille, c'est le plus gros réseau de France et un des plus gros d'Europe, le réseau du SEDIF a une particularité très intéressante. Il est fortement automatisé. Ça fonctionne par couche d'automatisation, celle du dessus englobant celle d'en dessous. Le niveau 0 d'automatisation, c'est le simple capteur qui envoie des informations, comme une sonde qui détecte la quantité de chlore. Le niveau 1 d'automatisation, c'est les automates sur les machines. Par exemple, une pompe automatisée capable de faire varier sa vitesse. Le niveau 2, c'est un ensemble de machines qui fonctionnent comme un système cohérent de manière automatique. Par exemple, la microfiltration à l'usine de Méry-sur-Oise, il y a des filtres, des pompes avec des cycles de décolmatage et d'autres processus qui sont automatiques. L'ensemble du système de microfiltration forme une automatisation de niveau 2. Le niveau 3, c'est l'automatisation d'une usine entière. L'usine qu'on voit dans la vidéo sur le traitement de l'eau est complètement autonome la nuit. Et enfin, le niveau 4 est la supervision de tout le réseau, donc les données des usines, les données des capteurs, les compteurs des abonnés, les pompes, etc. etc. Pour le réseau du SEDIF, la supervision se fait à un endroit qui s'appelle le cerveau. Pour savoir si on est au niveau 4 d'un système, il y a une méthode qui est imparable, c'est le mur d'écran. Chez RTE, pour le réseau de transport électrique, on trouve la même chose. Pareil à Kourou pour suivre la fusée Ariane. En revanche, l'automatisation complète du niveau 4, c'est pas pour demain. Il faut donc des équipes en permanence pour surveiller le réseau et être prêt à intervenir. Donc avoir accès à cet endroit, c'est avoir une vue globale sur le réseau. Par exemple, voici un graphique montrant l'autonomie de toutes les réserves d'eau de chaque zone d'eau. Chaque zone d'eau étant principalement alimentée par une grosse usine de production. L'autonomie est exprimée en heures par rapport à la consommation moyenne de la zone. Plus globalement, le cerveau est capable d'établir un niveau de sécurité d'approvisionnement pour les jours à venir. Par exemple, ici, pour le 15 novembre 2022. Le système calcule le besoin en eau journalier prévisionnel. Pour le 15 novembre, il est prévu une consommation de 772 574 m3 pour tout le réseau du syndicat des eaux d'Île-de-France. En face, on met combien d'eau potable on estime être capable de produire dans la journée. Vu qu'on était en novembre avec beaucoup d'eau dans les rivières, on était large avec une capacité de production maximale de 1 323 409 m3. Et enfin, l'autonomie estimée de tous les réservoirs combinés par rapport à la consommation prévue, 15 h 57 minutes. L'objectif est de rester supérieur ou égal à 12 heures d'autonomie. On retrouve bien entendu les mêmes paramètres pour chaque zone d'eau. Une zone d'eau est la zone qu'alimente une usine de production. Il y a 3 usines sur le réseau du SEDIF. Chaque usine alimente sa propre zone. Et j'explique dans ma vidéo sur le fonctionnement du réseau que ces zones sont interconnectées entre elles. Donc, si une usine n'est pas capable de produire assez, elle peut recevoir de l'eau des autres zones pour compenser. Quant à la consommation d'eau, voilà à quoi ça ressemble un dimanche. Les habitués de ma chaîne reconnaîtront un profil qui ressemble beaucoup à celui de la consommation électrique. Et c'est normal, la consommation d'eau suit l'activité du pays. Ici, le pic de consommation est le matin entre 10h et 12h, avec une baisse de consommation l'après-midi et une pointe plus faible le soir. Mais il y a une sorte d'anomalie ici. Oui, parce que j'ai pas choisi n'importe quel dimanche, c'est celui de la finale de la Coupe du Monde 2022. On voit clairement la baisse de consommation pendant le match, et les pauses, par exemple à la mi-temps et entre les prolongations. Ces pics, c'est toutes les chasses d'eau qui ont été tirées en Île-de-France. C'est intéressant de pouvoir vous montrer ça parce qu'on voit clairement à quoi sert un centre de gestion de système comme le cerveau. C'est principalement de la supervision avec des outils statistiques pour anticiper dans les jours qui suivent et pour anticiper d'éventuels problèmes. Le lieu sert aussi de centre de crise, c'est d'ailleurs la principale fonction de cette table. D'ici, on peut prendre des décisions rapidement et avoir des outils pour estimer les dégâts. Par exemple, on peut utiliser les données des centres du réseau pour estimer la propagation d'une éventuelle pollution, et ensuite derrière coordonner l'intervention des équipes. On a parlé d'un réseau de capteurs pour la qualité de l'eau, mais il existe aussi un réseau de capteurs pour détecter les fuites. Et il ne faut pas oublier les compteurs des abonnés. En 2011, la totalité du réseau a été équipée de compteurs connectés. Ces compteurs sont intéressants pour les abonnés, mais ils sont aussi extrêmement utiles pour gérer le réseau. En effet, on peut connaître facilement combien d'eau est injectée sur le réseau en fonction du débit des usines de production. Mais il est beaucoup plus difficile de savoir combien d'eau arrive chez les abonnés. Avec les compteurs classiques, les relevés sont faits environ une fois par an. Il n'est donc possible de faire le bilan du réseau qu'une fois par année pour établir le rendement. Par exemple, avec un rendement de 80%, qui est la moyenne française, pour 100 litres d'eau qui rentrent sur un réseau, 80 litres arrivent aux abonnés. Dans les 20% qui partent dans la
nature, on retrouve une part non comptée, qui est soit de la fraude, soit des erreurs de comptage, de l'eau dite de service, c'est-à-dire des bouches incendies ou certaines fontaines publiques qui ne sont pas équipées de compteurs, mais pour la très grosse majorité, c'est des fuites. Avec des compteurs connectés, le rendement peut être établi toutes les 24 heures. Cette finesse temporelle change tout car on peut détecter une zone avec un taux de fuite important beaucoup plus tôt. En partie, grâce aux compteurs connectés, le syndicat des eaux d'Île-de-France atteint un rendement de 90,44%. Oui, c'est précis. Ce qui est énorme pour un réseau aussi grand. Et c'est aussi sécurisant, car les fuites, ce n'est pas que du gaspillage d'eau. L'eau d'une fuite ne disparaît pas, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et en fonction du terrain, ce quelque part peut être un vrai danger, celui des fontis. Un fontis, c'est un effondrement souterrain qui remonte à la surface. Il peut se former de plusieurs manières, et une d'entre elles concerne les fuites d'eau. Quand le terrain est suffisamment meuble, une fuite peut progressivement drainer le sous-sol qui va se tasser et créer une cavité souterraine. À partir de là, la voûte de la cavité va tomber par bloc jusqu'à atteindre la surface. Alors on voit circuler des photos impressionnantes de fontis créant d'énormes vides, mais rassurez-vous, ce sont des cas exceptionnels. L'immense majorité des fontis en France sont des dépressions de quelques mètres qui peuvent quand même fortement endommager les bâtiments. Et c'est là précisément que la détection automatique de fuite prend tout son intérêt. En plus du calcul de rendement par zone, un réseau de sondes est posé sur des tuyaux dans les coins où le sol est propice à l'apparition de fontis. Mais avec ces capteurs, on peut détecter une fuite uniquement dans une zone, pas à un emplacement précis. Pour ça, il faut aller sur place et travailler à l'oreille. Nous sommes quelque part dans la charmante bourgade de Saint-Maur-les-Fossés, et nous avons rencontré deux techniciens spécialisés dans la recherche de fuites. La recherche se fait par élimination, on dispose d'un plan de canalisation et on quadrille la zone. Le réseau est accessible par des bouches à clé, ce sont des petites trappes qu'on voit un peu partout dans la rue. Au départ de chaque rue se trouve une vanne de sectionnement qui raccorde les tuyaux entre eux. J'ai fait un petit schéma 3D pour se faire une idée. Ces techniciens vont utiliser un outil assez particulier, un micro, qui va venir s'aimanter au sommet de la vanne. Et oui, parce que le bruit se propage très vite dans l'eau et dans la matière des canalisations. En isolant certaines fréquences du spectre sonore, avec un appareil dédié, il est possible de se concentrer sur certains bruits caractéristiques. Et quand on met le casque, un autre monde s'ouvre à nous. Ce que vous entendez là est le bruit d'un système électrique, avec un écoulement d'eau, et là le bruit caractéristique d'un compteur d'eau, avec une voiture qui passe au début. La canalisation capte aussi les sons de la surface, les voitures dans la rue, les pas des passants, voire la radio dans une maison. Pour peu que le poste soit posé sur une canalisation en cuivre, les vibrations circulent jusque dans la rue. Ok, il y a peut-être un meilleur moyen pour écouter un match de foot. Et au milieu de ce brouhaha caractéristique de la vie urbaine, le bruit d'une fuite d'eau se détache. Là, ce qu'on entend est le bruit caractéristique d'une fuite, et on est bien proche pour l'entendre comme ça, parce qu'au moment du tournage, ils en avaient trouvé une, et il faut avoir l'oreille pour la détecter. Elle était au niveau d'une vanne de sectionnement. D'ailleurs, au moment de manœuvrer, la fuite est devenue encore plus importante, signe qu'il faut remplacer une partie de la vanne. En fonction du type de canalisation, le bruit de la fuite n'est pas le même. En effet, le son ne se propage pas de la même manière qu'on soit dans du plastique ou dans de la fonte. Et là, on imagine les soirées blind test des employés de la boîte. Fonte grise. Ok, mais quel diamètre? 100 mm? Ouais, pas mal pour un débutant. Une fois le bruit d'une fuite repéré, on tente de s'en approcher le plus possible en mesurant le niveau sonore. Mais il est parfois assez difficile de connaître la position exacte. C'est le moment de sortir du matos un peu plus pointu. On va placer deux micros sans fil à deux points différents. Le récepteur est un appareil d'analyse sur lequel on renseigne le type de canalisation et la distance entre les deux micros. Le logiciel va enregistrer pendant une certaine durée, puis appliquer un traitement en éliminant les bruits ponctuels comme la circulation, les bruits de pas, etc. et isoler les sons continus. Le technicien isole une plage de fréquence correspondant à la fuite, et le décalage dans le temps entre les deux micros permet de localiser l'emplacement supposé de la fuite. Un système qui fonctionne très bien à condition qu'il n'y ait pas deux fuites côte à côte. Là, c'est difficile de savoir laquelle et où. D'ailleurs, le réseau de sondes automatiques pour détecter les fuites fonctionne aussi sur le principe de la régularité d'un bruit. Les 1700 sondes se réveillent la nuit au moment où il y a le moins d'activité, vers 4 heures du matin. Elles enregistrent les sons des canalisations à un certain moment, puis un traitement permet d'isoler les bruits réguliers. Une fois la fuite repérée, les techniciens laissent une marque au sol et le notent sur un plan, en attendant une intervention. Et ça tombe bien parce qu'on a pu filmer une réparation de fuite.
Il y a des fuites qui peuvent attendre, et d'autres qu'il faut traiter le plus rapidement possible. Et forcément, pour réparer une canalisation, on est souvent obligé de couper l'eau. D'où les packs d'eau à mener sur place et la présence d'un point d'eau en accès libre au bout de la rue. Ici, on a affaire à une petite canalisation percée. L'eau s'est infiltrée jusqu'à la cave des habitants de la zone. Après avoir dégagé le tuyau, il y a deux options. Soit on coupe et on remplace le morceau, mais c'est plus long et plus complexe, soit on pose un manchon de réparation, comme ici. C'est une sorte de bracelet avec une membrane souple. Une fois le manchon mis en place, on remet l'eau pour vérifier s'il n'y a pas de fuite, puis on rebouche le trou. Et c'est reparti pour des années de fonctionnement. Si on ajoute la surveillance du réseau par les sondes, les équipes de détection de fuite sur place et les équipes de réparation, le rendement global du réseau du SEDIF, comme je l'ai dit précédemment, est de 91%. La moyenne française est aux alentours des 80%. Ce qui est vraiment un exploit, car plus on s'approche des 100%, plus il devient extrêmement difficile d'améliorer le rendement. Parce que ça veut dire qu'il faut détecter de plus en plus tôt des fuites de plus en plus petites et les réparer de plus en plus vite. Sur un réseau aussi grand que celui du syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est un travail énorme. En attendant, j'espère que ce petit tour sur la qualité de l'eau et le contrôle des réseaux vous a plu. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille mes deux autres vidéos sur l'eau potable. Le fonctionnement des réseaux d'eau et l'autre sur la visite de l'usine de traitement de Méry-sur-Oise. Je remercie Veolia Eau Île-de-France et les syndicats des eaux d'Île-de-France pour le partenariat et d'avoir pu visiter une bonne partie des installations. Si les vidéos ne sont pas encore disponibles, elles le seront dans les semaines qui viennent. Le temps que je fasse le montage, tout ça. Allez, à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.